C'est maintenant l'heure de passer à la session sur le baromètre de la recherche médicale, comme Daniel Avis a un peu introduit. Le baromètre de recherche médicale, c'est l'évolution de la place du patient dans la recherche médicale, une revue de littérature pour saisir les enjeux sociaux historiques de l'inclusion du patient dans la recherche, avec Mewin Ajej, le docteur Mewin Ajej, chargé de recherche INSERM dans l'unité CEPIA, Clinical Epidemiology and Aging, et le docteur Benjamin Derbez, d'ailleurs, désolé, maître de conférences en sociologie, Université Paris 8, chercheur au Centre des recherches sociologiques et politiques de Paris, CRESPA, dans la composante culture et société urbaine. Voilà. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Et donc, je suis très heureux de venir ce matin avec ma collègue Mewin Ajej qui s'exprimera tout à l'heure. Après moi, enfin dans ma suite, qui prendra la suite tout à l'heure de la présentation, à l'occasion de ce congrès, donc pour vous présenter les premiers résultats d'une étude donc, qui nous a été commandée par la Fondation sur l'évolution de la place des malades dans la recherche médicale. Alors comme c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Comme il vient d'être dit par monsieur Avis, donc c'est une étude qui se situe dans le prolongement du baromètre, enfin des baromètres recherche médicale qui ont été menés par la Fondation, donc publié en 2022 et puis le premier en 2020, et qui montre un certain nombre de recherches, un certain nombre de choses intéressantes sur la recherche justement. Et notamment, donc, on a isolé un petit peu ces données, alors qui reviennent, hein, qui sont constantes entre le premier et le deuxième baromètre. Donc, la première idée qui nous a semblé intéressante, c'est que tout le monde s'accorde au moins sur une chose, c'est qu'ils ont une bonne opinion générale, les médecins comme la population générale, de la recherche médicale, mais considèrent qu'elle n'est pas assez médiatisée ni vulgarisée, notamment pour le grand public. Ça, c'est la première idée. Et puis la seconde idée forte que l'on a identifiée, c'est le fait que 9 Français sur 10 considèrent que la prise en compte de l'avis des patients et de leur entourage est un facteur d'amélioration de la recherche médicale. Alors, il y a davantage de Français qui le considèrent que de médecins, mais voilà, on a l'idée qu'il y a une volonté d'implication plus importante des malades dans la recherche chez les Français, qui est à mettre en lien avec la troisième idée que l'on a identifiée, et qui est celle selon laquelle les Français sont moins nombreux que les médecins à estimer que la recherche médicale est éthique, ce qui nous conduirait à nous poser la question de savoir si l'amélioration de l'éthique de la recherche ne serait pas aussi dépendante et liée à une implication plus importante des malades dans la recherche. Voilà pourquoi on s'est demandé, donc en juin dernier, la Fondation nous a contactés, Mewin Ajej et moi-même, donc pour essayer de mettre en perspective ces résultats du baromètre, les mettre en perspective avec les connaissances disponibles en sciences sociales sur la place des sujets, la place des malades dans la recherche. Et donc pour cela, on a commencé de réaliser un état de la littérature en sciences sociales. Donc par sciences sociales, ici, c'est à la fois la sociologie, on est sociologues tous les deux, mais aussi évidemment l'histoire et l'anthropologie, donc au sens large. Donc nous allons vous présenter donc les premiers résultats de ces recherches en 3 temps, qui correspondent à 3 grandes phases que nous avons identifiées, 3 grandes phases de la participation donc des malades à la recherche. Alors, la première phase, qui correspond à une période qui est assez longue, qui s'étend du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est une phase durant laquelle on observe un long processus conduisant donc à une participation consentie des malades à la recherche. Pour bien comprendre le processus, il est nécessaire de revenir sur quelques éléments de contexte, donc du contexte de changement de la médecine.
il y a des bouleversements considérables qui affectent la médecine au XIXe siècle. C'est une médecine qui devient de plus en plus scientifique, avec une volonté d'être basée sur des preuves empiriques, de baser les traitements sur des preuves empiriques, et donc de rompre d'une certaine manière avec ce qui prévalait jusqu'alors, c'est-à-dire la doctrine de la médecine hippocratique qu'on avait héritée de l'Antiquité. Donc il y a une nouvelle clinique, il y a aussi une nouvelle médecine sociale avec l'hygiénisme, qui vont se baser sur des connaissances qui sont issues de l'expérimentation. Et vous connaissez donc le grand fondateur français de la médecine expérimentale, qui est Claude Bernard. La production des preuves en médecine se trouve liée à des dispositifs matériels, institutionnels, donc l'hôpital, le laboratoire, mais aussi l'essai clinique. Et c'est à cette époque qu'on commence à codifier la méthodologie de l'essai clinique avec l'usage du placebo, avec le travail en aveugle, mais aussi évidemment avec l'essai comparé, où on va comparer des groupes de malades qui ne reçoivent pas exactement le même traitement. Et enfin, donc, qui dit progrès des sciences médicales, dit aussi nécessité de multiplier les observations, de multiplier les expériences, et donc aussi nécessité de disposer de corps expérimentaux de malades en nombre. Et pour cela, comme le montre bien l'historien Grégoire Chamaillou, dans un ouvrage qui s'intitule « Les corps vils », il est considéré comme légitime au XIXe siècle d'expérimenter sur le corps de personnes avilies, c'est-à-dire qui appartiennent à des groupes sociaux qui sont considérés comme de moindre valeur, qui sont finalement ce qu'on pourrait dire déclassés, dévalorisés, dépréciés, comme donc les pauvres qui sont accueillis à l'hôpital, les condamnés à mort, les prisonniers, les orphelins des pensionnats, les vieillards, les fous, etc. J'accélère un peu. Au XIXe siècle, le consentement des malades n'est pas encore une préoccupation, ça va le devenir simplement dans la première moitié du XXe siècle. Et principalement, cette question-là, elle émerge à la suite de scandales expérimentaux dans un contexte où la presse populaire est de plus en plus importante. Et curieusement, c'est en Allemagne que, je dis curieusement parce que on connaît la suite, mais c'est en Allemagne que les premiers textes réglementaires qui mentionnent l'obligation de recueillir le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche va émerger. Et on trouve les premiers textes, donc en 1900, suite à une affaire d'inoculation de la syphilis à des prostituées. Et puis en 1931 aussi, après un drame de mort d'enfants suite à des vaccins, notamment du BCG à Lübeck. Bref, c'est évidemment en 1947, avec le Code de Nuremberg, que ce principe il prend une dimension internationale, qu'il est mis dans un texte explicité, suite évidemment aux expérimentations inhumaines qui ont été pratiquées par les médecins nazis dans les camps de concentration. Cette histoire est assez connue, mais il faut noter quand même que dans le Code de Nuremberg, ça reste un principe déontologique, c'est-à-dire une obligation morale pour les médecins expérimentateurs de recueillir le consentement, mais il n'y a pas de sanction en cas d'infraction qui est prévue. Alors, je ne reviens pas là-dessus trop en détail, mais ce qu'on sait aussi, c'est que paradoxalement, après-guerre, dans la suite, après 1947, on a beaucoup de cas d'expérimentation médicale sans consentement des patients, et notamment aux États-Unis, dans le contexte de la guerre froide. Et finalement, il faudra attendre les années 1970, la fin des années 70, pour que ce principe du recueil du consentement du patient devienne une obligation légale, notamment aux États-Unis, et encore une fois, suite à un grand scandale d'expérimentation sur des Afro-Américains aux États-Unis. En France, il faut attendre 1988 et la loi Hurier-Seruskla pour que ce principe du consentement éclairé, du recueil du consentement éclairé du patient devienne une obligation légale. Alors comment l'expliquer ? Pardon. Je reprends, oui. Donc, ils deviennent une obligation légale. Et alors, curieusement aussi, c'est à la même époque que l'entrée dans un essai clinique, la participation à la recherche, va devenir aussi une revendication des patients et non plus seulement une obligation des médecins de demander le recueil du consentement. Et alors, comment on explique ça ? Eh bien, on explique ça notamment
encore une fois en revenant sur le contexte de la recherche médicale et le fait qu'il y a eu un contexte après-guerre de révolution thérapeutique avec beaucoup de nouvelles molécules, des antibiotiques, des chimiothérapies qui arrivent sur le devant de la scène et qui veulent accéder au marché. Et par conséquent, on a un besoin de régulation des autorités sanitaires qui vont devoir mettre en place un certain nombre de règles pour que les molécules accèdent au marché ou pas. Et dans ce contexte, eh bien, c'est l'essai clinique qui va devenir l'essai clinique randomisé qui va devenir le gold standard, c'est-à-dire l'étalon qui détermine si une molécule peut être admise sur le marché. Donc l'essai clinique randomisé, donc avec tirage au sort des groupes expérimentaux. Et donc, c'est encore des choses qui nous viennent des États-Unis, puisque la FDA, donc l'agence américaine du médicament, elle est créée en 1930. Et c'est dans les années 60 que cet essai clinique devient une obligation. Donc, la FDA va demander des résultats d'essais cliniques pour autoriser à mettre une molécule sur le marché américain. Et en France, on va suivre un petit peu le mouvement à partir des années 70. Donc en 75, on suit ce mouvement. Et l'Agence française du médicament, elle est créée en 93 avec un système administratif pour la mise sur le marché qui s'alourdit considérablement. Et donc je cède la parole à Méwine pour la suite de cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Avant de prendre la parole, une petite précision. Je ne suis pas chargée de recherche à l'INSERM. Je suis bien sociologue, mais parlant d'interdisciplinarité, si vous voulez leur en toucher un mot pour que ça change, n'hésitez pas. Donc je reprends cette présentation pour vous parler de l'activisme thérapeutique des personnes qui vivent avec le VIH. Donc, comme vous le savez, jusqu'aux années 60 environ, la recherche médicale était le fait des scientifiques, des États qui les finançaient et des industriels qui commercialisent les traitements et les dispositifs médicaux. Donc, c'était le triangle biomédical. Et à partir des mouvements de la fin des années 60, les malades se mobilisent et demandent à être inclus dans le processus de production des soins et des traitements. C'est le cas, par exemple, de femmes atteintes de cancer du sein aux États-Unis après 68. C'est le cas aussi de militants contre l'épidémie de VIH de l'association ACT UP que vous voyez là, à partir de la fin des années 80. ACT UP lutte pour avoir une place à la table des décisions politiques et sanitaires. Et les militantes et les militants font pression sur les gouvernements et les industriels pour investir dans les traitements contre le VIH et donner accès aux médicaments. Le contexte est celui d'un processus de recherche et de développement et de mise sur le marché qui est long, qui est trop long pour les malades du sida qui meurent par milliers à ce moment. Dans cette situation d'urgence, les militants d'ACT UP revendiquent le droit de prendre des risques, d'être inclus dans des essais cliniques et d'avoir accès à des molécules qui pourraient les guérir, même si elles n'ont pas suivi toutes les étapes de ce processus. Elles et ils militent aussi pour la suppression du placebo dans les essais cliniques qui est jugé contraire à l'éthique. Donc vous voyez ici une image d'une des manifestations devant le ministère de la Santé qui est contre les franchises médicales qui ont été mises en place par Roselyne Bachelot en 2013, où les manifestantes et les manifestants mettent en scène leur mort en s'allongeant par terre et en jetant du faux sang sur le ministère. Les franchises médicales imposaient aux malades de payer pour une partie des soins ou des médicaments, et les traitements contre le VIH étant très chers, c'était un obstacle pour les soins. Donc en France, cette mobilisation contre le VIH donne lieu à une prise de conscience politique de la gravité de la situation et notamment de la création de l'Agence nationale pour la recherche sur le VIH-Sida en 88, qui est une agence de recherche de l'État, puis du TRT5, un collectif composé d'associations telles que ACT UP, AIDE, l'ARCAT, pour renforcer leur plaidoyer. C'est là le début d'un changement important pour la recherche biomédicale parce qu'avec des essais cliniques qui commencent à être vus non plus seulement comme une prise de risque pour tester des médicaments aux effets potentiellement néfastes, c'est là une manière d'avoir accès à un traitement comme une ressource thérapeutique.
La transformation donc, des rapports entre la recherche et les collectifs de malades et leurs proches a donné lieu à une formalisation des processus politiques et sociaux producteurs d'expérimentation clinique à la fin des années 90. Politisation, entrée dans le droit, institutionnalisation, politique de santé, production profane de la recherche clinique, la participation des personnes concernées par la recherche médicale s'est démocratisée. La contestation de la domination des acteurs scientifiques et industriels dans la recherche médicale s'est construite sur l'émergence et la pérennisation d'associations militantes pour les droits des patients et des sujets. C'est l'un des effets de ce mouvement qu'est l'émergence de la démocratie sanitaire, dont on peut dire aussi démocratie participative en santé ou participation sociale en santé. Donc, c'est un outil politique qui est destiné à institutionnaliser la participation des personnes concernées par la recherche médicale et les politiques sanitaires, mais il n'aplanit pas pour autant tous les rapports de pouvoir bousculés par les militants. Les associations peuvent jouer un rôle d'auxiliaire. Elles peuvent soutenir la recherche tout en déléguant les choix scientifiques des recherches. D'autres associations jouent un rôle de partenaire dans la recherche et contribuent à concevoir des questions de recherche, à choisir la stratégie scientifique pour résoudre des problèmes médicaux. Les associations peuvent aussi participer à former et à informer les malades, notamment les enjeux de participation aux essais cliniques et de cette manière contribuer à recruter des sujets pour les études cliniques. L'Association française des myopathies est particulière dans le paysage des associations de soutien aux malades. Les travaux de sciences sociales que l'on a lus montrent qu'elle lance un modèle alternatif de recherche en partenariat avec des personnes concernées, avec les institutions scientifiques. Particulier parce qu'en finançant la recherche scientifique qu'elle choisit, sur des sujets et des dispositifs choisis, l'AFM s'affranchit des acteurs étatiques et industriels et devient un moteur autonome de la recherche médicale sur les maladies du muscle. Autre exemple, la mobilisation contre le cancer du sein, d'une toute autre ampleur et à l'échelle mondiale. Elle débute, donc je le disais tout à l'heure, après 1968, quand des femmes se soulèvent contre le traitement systématique par mastectomie. Le cancer est une maladie qui est connue des scientifiques, mais contre lequel les traitements sont durs et parfois peu efficaces. Le mouvement reprend de l'ampleur dans les années 90-2000, avec une montée en puissance d'un problème de santé publique qui devient prioritaire, des avancées scientifiques, un investissement dans la recherche et des événements de recueil de dons. Par exemple, les courses à pied que vous voyez ici. Le ruban rose devient un symbole connu et reconnu pour signifier son soutien à la recherche et aux malades du cancer du sein. Les engagements en faveur de cette cause sont multiples, mais ils sont aussi ambivalents. Et ce que les travaux de sciences sociales montrent, c'est par exemple les critiques de la marchandisation de la cause qui vont mettre en avant qu'on oublie parfois la réalité des expériences des femmes malades, vulnérables, dont les vies sont changées à jamais par la maladie et les traitements, et ses conséquences sur le travail, la famille, le couple. Elles mettent en avant la figure de la guerrière, de la survivante, souriante, phare de la communication et de l'événementiel, et des intérêts financiers de l'image et des sponsors. Alors, on l'a dit, il s'agit d'un contexte de défiance croissante de certains groupes sociaux à l'égard de l'expertise scientifique, en ce qui concerne notamment un certain nombre de sujets liés à la santé, donc le tabac, les toxiques environnementaux et professionnels, les vaccins, etc. Le triangle biomédical entre les chercheurs, l'État et les industriels est remis en cause. On remet en question sa capacité à trouver les solutions à des problèmes importants pour les malades et pour la population. Donc, il existe des signes du passage à une science coproduite par la société à travers l'émergence d'autres manières de produire des données scientifiques. Donc, on pense par exemple à la recherche participative, donc des recherches conduites en partenariat entre le monde académique et les membres de la société civile. Là, elles sont diverses. Elles sont faites d'un partenariat qui peut aller de la conception de la question de recherche des hypothèses jusqu'à la participation des sujets de recherche. Autre exemple, l'épidémiologie populaire. Là, il s'agit d'un processus par lequel des citoyens collectent eux-mêmes des données et mobilisent des connaissances. Cette expression est née aux États-Unis dans les années 80, où elle désigne à l'origine la mobilisation de résidents de la ville de Woburn dans le Massachusetts sur le lien entre les leucémies
les leucémies infantiles et la présence de déchets chimiques abandonnés par une compagnie industrielle. Leur problème n'était pas reconnu par les autorités, et donc la population s'est informée, s'est formée et a utilisé des outils et des concepts d'épidémiologie, le questionnaire, la cartographie, les statistiques, pour rendre visibles les problèmes de santé de la population et la pollution. Troisième exemple, on pense aussi aux collectifs biosociaux, c'est-à-dire des espaces de production de connaissances par les malades grâce à Internet, des sites, des forums, des réseaux sociaux. Patients Like Me, par exemple, est un réseau social où les personnes atteintes de maladies variées peuvent échanger pour trouver des informations et du soutien. Ce réseau dit mettre en lien plus de 850 000 personnes qui forment des communautés de malades sur 2800 pathologies qui vont du cancer à l'obésité. Alors pour conclure sur ce que les travaux de sciences sociales nous apprennent de la place des malades dans la recherche médicale, nous aimerions ouvrir sur les enjeux qui se dessinent pour la suite. L'usage des réseaux sociaux par les malades a été essentiel pour la démocratie sanitaire, mais il pose aussi question. Lorsqu'on voit que ces réseaux peuvent aussi servir de mode de recrutement de sujets de recherche clinique, en lien direct entre les sujets et les laboratoires pharmaceutiques, par exemple, sans l'intermédiaire de l'hôpital et ses comités d'éthique. Des sujets actuels, parfois nouveaux pour la recherche, se dessinent aussi, notamment la question des données de santé recueillies en grande quantité via l'informatisation des dossiers médicaux ou par exemple les technologies telles que les montres connectées. La législation, l'usage, la marchandisation des données et le consentement des sujets sains, donc c'est-à-dire nous toutes et tous, changent la donne. On pense notamment à l'exemple des données génétiques qui n'appartiennent plus aux personnes dont elles sont issues et peuvent être partagées ou vendues. Emmanuel Rial-Sebag nous en parlera davantage tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous deux. Je vous invite à vous installer. Après chaque session, on aura un petit temps de questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a des micros qui vont se balader dans la salle. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots avant de poser vos questions ? Voilà. Donc là, on a une question. Ouais. Bonjour, Emmanuel Rial-Sebag. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire et surtout qui montre, je crois, non pas l'effacement peut-être de la question du consentement des patients et de leur place, mais il y a un vrai challenge en fait pour demain sur aussi les mutations des essais cliniques. Benjamin, tu nous as bien montré justement comment ces essais cliniques ont évolué. Et j'aurais rajouté juste un élément à cette dernière diapositive de conclusion qui est aujourd'hui le bouleversement de la méthodologie même des essais cliniques sous l'effet du numérique et sous l'effet de la production des données. Et donc la question centrale, à mon sens, enfin on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui est de dire quelle est la place des patients dans les essais in silico. Alors je ne sais pas si tout le monde est complètement familier avec ce concept, mais c'est donc le fait de réaliser des études aujourd'hui à partir uniquement de données. Donc c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir des données pour réaliser des études cliniques et donc avoir les résultats escomptés sans passer par les personnes. Et là, en fait, cette réutilisation des données, elle n'est pas sous le régime du consentement. Donc il y a un vrai... voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai appauvrissement, ou en tout cas, il y a une vigilance, je pense, à apporter au regard voilà, de ces nouveaux outils de l'intelligence artificielle, et qui peut être bien évidemment complètement bénéfique. Je ne suis pas là en train de dire que tout ça est très mal et très maléfique, pas du tout. Mais voilà, il y a d'autres vigilances qu'il faut probablement mettre en place. Et donc vous, voilà, quelle est un peu votre vision sur la suite là ? Comment ça marche ? Il faudrait que ça marche. Merci beaucoup. Je réponds à la question, enfin on répond. Allez-y, oui. Ben oui, en fait, tu développes la conclusion qu'on a effectivement esquissée ici. On manque en fait de travaux pour le moment qui documentent cette affaire-là. Une des questions qu'on s'était posées, c'est comment qualifier ce changement-là. Et je pense qu'effectivement,
tu as raison Emmanuel, on est dans un véritable changement par rapport à ce qu'il y avait auparavant. On avait pensé à qualifier, à parler de participation diffuse, au sens où en fait c'est aussi bien les malades que les sujets sains qui sont pourvoyeurs de données de santé aujourd'hui. Et que par conséquent, finalement, tout le monde, moi comme vous, comme tout le monde ici dans cette salle, peut être finalement sujet de recherche, peut devenir sujet de recherche dans ce contexte-là. Et par conséquent, il y a un véritable changement. Moi, je suis entièrement d'accord. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop comment le qualifier. Je pense que voilà, c'est des pistes de recherche qui sont extrêmement intéressantes, avec, je pense quand même, l'idée que les essais cliniques traditionnels, au sens d'essais cliniques randomisés, où on va devoir étudier les effets d'une molécule sur le corps de quelqu'un, vont rester quand même quelque chose d'important, mais à côté se développe effectivement une autre forme de recherche, avec l'intelligence artificielle aussi, enfin, les données massives. Donc effectivement, on fonde beaucoup d'espoir là-dessus. Il est vraiment intéressant pour nous et pour les sociologues de suivre ce processus. Si je peux juste compléter. Justement, j'allais vous demander si vous... Effectivement, à ce jour, il y a très peu de travaux en sciences sociales qui s'intéressent à ces questions qui sont particulièrement d'actualité. En revanche, en droit et en éthique, on écrit déjà sur ces questions. Donc, c'est peut-être un appel à la recherche. Mais disons qu'on a certains travaux sur lesquels se baser, mais pas encore en sciences sociales. Merci beaucoup. On avait une question par ici. Oui. Merci pour cette question plus simple. Moi, je dirais que la démocratie sanitaire, c'est un projet. Voilà, c'est un projet. C'est un idéal, à la limite. C'est un idéal régulateur, c'est-à-dire pour parler comme Emmanuel Kant, c'est l'idée d'une construction des questions de santé qui donne la parole de manière égale à tous les acteurs, toutes les parties prenantes, y compris les malades, leur entourage, etc. Maintenant, ça c'est une réponse un petit peu théorique. Dans la pratique, on a beaucoup de travaux de sciences sociales qui documentent les pratiques démocratiques. Je pense qu'on peut dire que c'est aussi un processus. Vous m'entendez ? Oui. Non. Il faut bien. Je pense qu'on peut aussi dire que c'est un processus. On peut prendre l'exemple du cancer, par exemple, où à chaque étape de la recherche, de la prise en charge des malades, à l'hôpital ou dans les laboratoires, pour reprendre les mots d'une des militantes de la Ligue contre le cancer en Martinique, le réflexe patient s'installe petit à petit dans la communauté médicale et dans la communauté de la recherche médicale, où on peut quand même constater un progrès par rapport aux années 90 pour ce qui concerne la participation. La voix des malades est peut-être très formalisée, reste à sa place, mais elle est quand même présente et parfois entendue. On a une dernière question, je crois. Est-ce que vous voulez mon micro ? Attendez. Ouais. On va probablement avoir un changement de paradigme parce qu'actuellement, les recherches cliniques, les data, tout ça, sont concentrées dans les équipes hospitalières, des équipes soignantes, etc. Mais finalement, est-ce que la majorité des data, ils ne sont pas chez Google ou chez Apple
Et donc, finalement, l'enjeu, est-ce que ça n'est pas de pouvoir mener des études sur les data d'où qu'ils viennent, mais de qualité, avec des bons data? Est-ce que finalement, l'enjeu de la recherche clinique, c'est pas ça? Voilà. Oui, c'était l'objet de notre ouverture en conclusion, d'aborder cet enjeu nouveau qui est la recherche sur des sujets sains. Des personnes qui utilisent leur téléphone portable, qui utilisent leur montre connectée. Donc en sciences sociales, il y a un champ un domaine sur le connected self qui a quand même produit des travaux depuis les 10 dernières années sur les enjeux de citoyenneté biologique, de participation des personnes qui n'ont pas la main sur l'usage des données qu'elles produisent et à partir desquelles on génère un bénéfice. Et quand je dis on, c'est pas nous. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Pardon.